Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo où on va un peu expérimenter le vibe coding. Alors le vibe coding c'est quoi? C'est en fait utiliser l'IA pour globalement nous générer notre application en fait. Plutôt que de le faire nous-mêmes en tapant avec nos petits doigts, ben, on va faire un prompt qui va nous écrire notre application pour nous, quoi. Alors moi, dans la vraie vie je suis développeur web, mais j'ai pas trop utilisé l'IA pour le moment. Enfin, l'IA, si, je l'utilise évidemment, quoi, mais ça va plus être un truc du genre, je sais pas, j'écris mon code moi-même, mais je vais demander à l'IA, typiquement dans Magento, de me trouver la classe qui permet d'afficher des notifications, par exemple, sur le front, parce que c'est le truc que je fais 36 fois, mais dont j'arrive jamais à me rappeler son nom exact, quoi. Donc, plutôt que de me retaper les différents commits que j'ai déjà fait pour essayer de relocaliser la classe, moi je lui demande en fait et il me la sort directement, quoi. Au niveau logiciel, du coup, j'utilise un peu de ChatGPT, même pas en version payante en fait, puisque la version gratuite m'a déjà l'air plutôt bien. Et pour le code, j'utilise PHP Storm avec, bah là c'est pareil aussi, hein, il y a un module maintenant qui utilise Claude Code qui est directement intégré, mais comme je dis, ça reste en fait moi qui code en fait de façon générale. Et ensuite, je vais juste demander à l'IA quelques petits services de temps à autre, comme celui que j'ai illustré avant, quoi. Là, l'idée, c'est de faire totalement l'inverse, en fait, c'est de laisser l'IA en fait piloter toute la création du logiciel, et nous, en fait, juste intervenir le moins possible, quoi. Donc, comme dit, on va tester ça. C'est pareil, je ne m'y connais pas trop en outils qui permettent de faire ça. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le net. Visiblement, il y a deux IDE qui ont un peu le vent en poupe là-dedans. C'est Windsurf et puis Cursor. J'ai pas réussi à vraiment trouver la différence entre les deux. J'ai l'impression que Windsurf, maintenant, ça a été racheté par Anthropic ou je sais pas trop. Du coup, on peut utiliser Claude avec, mais avec Cursor, on peut plus trop. Euh, donc Windsurf sera un peu meilleur, puisque Claude, a priori, a les meilleurs modèles pour le moment, mais bon, en vrai, ça se joue pas à grand chose. Donc bref, les deux étant basés sur Visual Studio Code, bah, je sais pas du tout comment choisir entre les deux, quoi. Donc j'ai choisi finalement la troisième option, comme ça je suis sûr de me tromper au moins. C'est d'utiliser Claude Code en fait en natif et d'utiliser un IDE à côté en fait, moi en tant qu'humain et Claude Code en fait qui tourne en CLI pour pouvoir gérer la partie IA, quoi. Pourquoi je fais ça aussi? C'est parce que on va faire un test d'utilisation de l'IA sur le projet dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, je pense, ou en tout cas dans l'une des vidéos précédentes, qui était de créer une petite application qui sera capable de récupérer en fait les notifications MQTT de mon serveur de domotique pour les écrire dans un Postgre. Donc en fait, je vais faire tourner ça dans un conteneur. Donc je me dis idéalement, en fait, si je peux travailler aussi dans le conteneur, ça pourrait être l'idéal. Parce que comme ça, je suis sûr en fait que bah, l'IA va générer un code qui fonctionnera dans le contexte courant du conteneur. Et surtout, si l'IA décide de se transformer en Terminator, bah, a priori, elle ne devrait pas être capable d'éclater mon PC, puisqu'elle tournera en environnement confiné aussi. Parce que ouais, ce qu'il faut aussi savoir avec ces IA dits agentiques, que sont Claude ou par exemple, on peut aussi le faire avec ChatGPT, je crois, si on l'utilise par exemple via Cursor, c'est qu'elles font pas que générer du texte en fait, elles peuvent modifier les fichiers, elles peuvent lancer des commandes sur le PC, donc a priori elles peuvent faire ce qu'elles veulent de votre PC, quoi. Donc je sais pas si tu dis par exemple à l'IA de t'implémenter une classe ou une fonction, je sais pas, qui te compte les pommes dans ton panier, si pour une raison ou une autre elle décide que c'est mieux de formater ton disque dur, bah, a priori elle devrait pouvoir le faire, quoi. Alors après l'OS aura peut-être des petites limitations qui lui complexifieront la vie comme c'est le cas avec n'importe quel logiciel, quoi. Typiquement sur macOS, a priori si une application veut accéder à un répertoire auquel il n'est pas censé avoir le droit, il y a une pop-up qui nous demande si on veut bien faire cette action. Sous Linux, il y a les droits d'utilisateur, normalement si on ne lance pas l'application en route, elle devrait empêcher de faire ça. Mais bon, c'est un exemple, ou par exemple une IA qui va, je sais pas, récupérer tous les mots de passe qu'on a stockés au niveau de notre configuration Firefox pour les envoyer on sait pas trop où. Bah, a priori, techniquement parlant, il n'y aurait pas grand chose qui pourrait l'empêcher de faire ça, quoi. Enfin bon, bref. Toujours est-il que on va du coup se baser là-dessus, quoi. Donc maintenant que j'ai fait cette introduction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
préparer le terrain, donc créer déjà le nouveau conteneur sur mon projet domotique, le conteneur qui du coup accueillera cette application. Et on se retrouve juste après. Du coup, comme tout Vibecoder qui se respecte, j'ai aussi installé Visual Studio Code. Voilà, que je n'ai jamais vraiment utilisé pour le moment. Il y a quelques temps, j'avais fait déjà des expérimentations avec Cursor du coup, mais là j'ai installé vraiment Visual Studio Code avec rien. Et puis j'ai ouvert du coup on a le point ID encore, parce que c'était avant j'avais ouvert ce projet domotique en fait via PHP Storm, truc absolument pas optimal vu qu'il n'y a absolument aucun code de PHP dedans, mais bon, c'était l'IDE que j'utilisais le plus et a priori ça marche bien aussi pour n'importe quel type de fichier, donc j'avais fait ça quoi. Mais là du coup je l'ai réouvert avec Visual Studio Code, donc on peut voir en fait les fichiers qu'on avait précédemment évoqués quoi. On a la doc qui est les différents fichiers Markdown utilisés par Obsidian, qu'est-ce que je raconte, les différents scripts qui permettent l'installation du projet. Et là du coup on va rajouter dans le Docker Compose notre... ah bah tiens d'ailleurs je n'ai même pas commité le code Postgre qu'on avait fait la dernière fois. Alors je vais voir, je suppose qu'il y a moyen de commiter directement depuis Visual Studio. Est-ce qu'on veut cette extension pour gérer les Docker Compose? Allez, installons. Ah mais non, en fait il veut me les lancer en local, c'est pas une bonne idée. N'installons pas. C'est bon, merci. Par contre, est-ce que... Ok, il y a un git ici. Ah d'accord. View as tree. Ok, c'est mieux. Alors ID, on va faire un truc là déjà. Est-ce que je peux rajouter un petit fichier à la racine, new file, qu'on va appeler gitignore, dans lequel on va mettre à générer de code. On peut déjà en fait utiliser l'IA maintenant dans... Ok, donc de base dans Visual Studio Code, on peut utiliser l'IA visiblement. On ne va pas faire ça. Donc c'est le répertoire ID, ok. Ah, et on voit que ça s'est directement mis à jour au niveau du gestionnaire de contrôle. Putain, du gestionnaire de version de contrôle, il est trop tard pour moi, je vais raconter n'importe quoi, je sens. Ouais, voilà, on voit que maintenant, le dossier.id n'est plus considéré comme guitable, donc on ne le voit plus en fait dans la liste des changements. Donc c'est plutôt cool. Pour vous, je vais peut-être enlever cette vue de chat. Est-ce que je pourrais mettre le texte en plus grand? Égal. Bizarre ça comme truc. Ok, et zoom out. Ok, 8, ok, bon, très bien. Bon, maintenant cette vue-là, de toute façon, pour le moment, on va pas faire grand-chose. On va du coup commiter les fichiers qu'on avait modifiés la dernière fois. Configuration de périphérique, on a enlevé ce truc, pourquoi on l'a enlevé? Ouais, j'ai dû le... Ouais, là, dans le contexte, j'ai fait une grosse pause domotique pendant 1 mois et demi, un truc comme ça. Du coup, je sais plus... Bon... Je sais plus où j'en suis vraiment. On va dire que toutes ces modifs, on va les conserver. Du coup, comment je fais? Ah oui, stage, ok, c'est ce qui est déjà présent dans le commit, donc je vais tout rajouter là. Allez, très bien. Comme message, le commit, on va mettre add Postgres server. On commit tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter juste une petite parenthèse. Il y a un truc qui est assez cool en fait sur Visual Studio Code, c'est qu'en augmentant la taille de la fenêtre, on augmente aussi la taille des polices. C'est plutôt sympa, ça, il y a tout qui s'augmente en fait, hein, même la barre là en bas. Il faudrait juste que je vois s'il existe une extension pour utiliser les binding vim, parce que ça c'est quand même la classe. Ok, testons. Est-ce que je trust ce publisher? Donc comme je l'avais déjà évoqué dans la vidéo sur les conteneurs Docker, je crois, je vais lui faire confiance parce que c'est un truc qui a 8 millions de stars, je crois. Ouais, voilà, 8 millions d'installations, donc je pars du principe que s'il y a un mineur de Bitcoin présent dans ce plugin, il aura déjà été décelé par quelqu'un. C'est pas forcément une très bonne mentalité, hein, parce que si tout le monde se dit ça, en fait, ça ne marche pas. Mais bon, à un moment, il faut bien faire confiance au monde. Du coup, on retourne notre Docker Compose, Homebridge, Mosquito, Postgre, Zigbee to MQTT. Comment on va appeler notre conteneur? Bon, on va l'appeler Zigbee to BDD, voilà, ça. Ce qui m'a l'air bien, ou MQTT to
BDD, MQTT, voilà, container name, MQTT to BDD. Image, on va utiliser l'image de base d'Alpine, je pense que c'est bien. Là, l'Alpine. Donc on regarde les images Docker déjà existantes en fait pour le projet Alpine que je vais utiliser. Qu'est-ce qu'on a là? Simple Git container running in Alpine Linux. Ah, il n'y a pas Alpine. Alpine sans rien. Alpine Vanilla. Ah bah c'est celle-là en fait, elle est tellement basique que je la vois même pas. Bon là c'est pareil, c'est une image qui est téléchargée plus d'1 milliard de fois. Donc, je suppose qu'on peut lui faire confiance. Donc, du coup, on va prendre ça. Donc la dernière version, on va pas se mettre sur les tests parce que je suis pas forcément sûr que les dépendances que je vais utiliser aujourd'hui sont toujours maintenues dans les prochaines versions d'Alpine. On a souvent le problème, par exemple en PHP, si vous utilisez une version d'Alpine, bah forcément, il ne faut pas toujours mettre à jour en fait le conteneur sur lequel vous vous trouvez parce que à un moment, ils vont déprécier votre version de PHP. Alors, bon, c'est sûr, si votre application elle est mise à jour fréquemment, il ne devrait pas y avoir de problème, mais si à un moment vous êtes coincé dans une version de PHP qui commence à être obsolète, bah forcément vous allez vous retrouver coincé avec votre binaire PHP qui n'existe plus dans la nouvelle version d'Alpine, quoi. Donc là, moi je vais me baser sur la 3.23, ça me paraît bien. Et du coup, on a même le Dockerfile en fait. Si on clique dessus, je ne savais pas qu'on from scratch, Alpine, mini-rootfs. Ok, donc c'est le plus petit Dockerfile là qu'on peut trouver, quoi. On récupère un tar.gz, on l'extrait et puis c'est parti, quoi. On lance la commande qui va bien. Ok. Est-ce que je peux garder ça d'ouvert? Voilà. Mais je sais juste pas quel est son nom en fait. Est-ce que c'est juste Alpine? C'est possible ça? Image. Alpine 3.23. Comme ça, quoi. On restart, je vais remettre unless stopped. Alors on avait deux valeurs. Je sais plus quelle était. Ouais, unless stopped, ça veut dire que c'est redémarré automatiquement si on redémarre l'autre, sauf si on l'a explicitement stoppé le conteneur avant, quoi. Donc c'est bien, c'est ce que je veux. Il n'y a pas de volume partagé, il n'y a pas de device, il n'y a rien en fait, on met juste ça, quoi. Le voici. Alors, évidemment, je n'ai toujours pas synchronisé ce dépôt avec les fichiers qui sont présents sur mon serveur de domotique. Donc encore une fois, je vais devoir copier-coller à la main ce truc. Il faudrait que je me fasse un alias SSH aussi. Ok, un alias SSH, pourquoi? Parce que pour le moment, pour me connecter sur ma VM de domotique, en fait, je dois rentrer ce type cryptique qui a été hardcodé au niveau de mon routeur. C'est pas le truc le plus simple à retenir, quoi. Mais du coup, on va peut-être pouvoir faire ça. Je vais vous montrer comment faire. Hop, donc là, je me suis connecté avec cette commande qui n'est pas... qui est, comment dire, en fait... difficile à retenir. Donc ce que je peux faire en fait, si je veux un truc plus simple, c'est aller dans le fichier ssh config. Permission denied. Ah oui, ok. Je peux pas l'exécuter effectivement. Là on a en fait les différentes comment dire configurations qu'on a dans au niveau de notre utilisation d'SSH en fait par l'utilisateur courant. En fait, on peut rajouter simplement une entrée host avec un nom en fait que je vais vouloir utiliser en fait comme raccourci. Donc là, ça serait par exemple domotique. Et ensuite, je peux spécifier un host name. Donc c'était quoi? C'était ça, 192.168. Je peux spécifier l'user. Ça va être Spydemon. Je peux préciser le port. CE22. Et puis là maintenant, si je fais un SSH domotique, je me connecterai automatiquement avec cet utilisateur, ce port et tout. On peut voir en fait qu'on peut inclure aussi différents fichiers de configuration. Moi, toutes mes configs en fait, elles sont dans ce fichier-là en fait, projet mis configuration, qui est simplement un dépôt Git en fait, qui va contenir les configurations de tous mes logiciels que j'utilise. C'est un dépôt .file, je crois que ça s'appelle. Puisque par convention dans le monde de Linux, tous les fichiers de configuration commencent par un point, puisque c'est les fichiers qui sont invisibles au niveau des navigateurs de fichiers, quoi.
Donc celui-ci, je vais le rajouter dans ce fichier aussi. Là, je vais juste pas vous l'ouvrir parce que sinon vous allez voir tous mes projets top secrets sur lesquels je travaille. Donc je le laisse juste là pour le test. Et maintenant, en fait, si je retourne ici et que je fais un SSH domotique, on devrait avoir voilà, la même chose que ce qu'on avait avant. Et encore un truc, là vous voyez que je dois renseigner mon mot de passe en fait à chaque fois que je me connecte, ce qui est un peu chiant quoi. On peut le refaire un coup, hein. Vous voyez, on me demande mon mot de passe. Donc moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter ma clé publique. Donc je vais vous montrer comment on la trouve dans les clés qui sont directement autorisées en fait à se connecter sur mon serveur domotique quoi. Donc vous faites un cat.ssh, vous avez deux fichiers IDRSA qui va contenir en fait votre clé privée, donc celle-là il ne faut absolument pas la partager parce que si quelqu'un l'a en sa possession en fait il va pouvoir se faire passer pour vous. Et puis la version publique, cette version publique en fait c'est celle que vous pouvez partager à peu près tout le monde en fait, c'est pour pouvoir vérifier que vous êtes bien en fait l'auteur des messages qui ont été signés par la clé privée en fait. Ça après c'est des méandres de la cryptographie asymétrique. Je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet sous peine de risquer de dire des bêtises, mais en tout cas cette clé il vous suffit de la copier et vous pouvez la coller en fait dans le dossier. Ce que j'ai Vim sur ce serveur, ok on va faire ça. Enfin dans le fichier du coup SSH authorized key, voilà, qui n'existe pas ici, vous la collez. Maintenant cette clé SSH en fait va être whitelistée en fait au niveau de la configuration SSH de mon serveur. Ah oui ok, parce que le dossier n'existait pas en fait, je pouvais pas créer le fichier non plus. Ok. Donc là maintenant je peux coller ma clé, elle devrait pouvoir être enregistrée, voilà. Donc si je me déconnecte, je refais un SSH domotique et bon ok ma clé est protégée par un mot de passe, donc maintenant je vais devoir renseigner le mot de passe de ma clé secrète. Donc pour vous en fait ça a pas l'air d'être ça a l'air d'être la même chose. En fait pourquoi je fais ça, la clé qui est sur mon ordi est chiffrée et ça permet en fait d'éviter que si quelqu'un en fait récupère cette clé privée, il peut l'utiliser en fait. Donc elle est protégée. Maintenant la différence en fait c'est que je peux utiliser le SSH agent, ce qui est un petit logiciel qui permet en fait de stocker les mots de passe, enfin les clés déchiffrées en fait au niveau de la RAM de votre ordi. Donc il suffit de faire ça en fait une seule fois, une fois que le PC est allumé. Maintenant si je refais un SSH domotique, je devrais pouvoir voilà, me connecter directement. En fait, j'ai plus besoin de renseigner le mot de passe ni quoi que ce soit. Donc ça, en général, c'est un truc un peu pratique qu'on fait quand on utilise SSH, c'est qu'on s'ajoute en fait directement nos clés en fait d'accès dans la configuration des serveurs auxquels on peut accéder quoi. Ça nous évite d'avoir à retaper en fait à chaque fois le mot de passe de l'utilisateur Unix sur lequel, ou Linux plutôt, sur lequel en fait on se connecte par SSH quoi. Puisque là maintenant l'utilisateur Spidemon a domotique, il n'a pas forcément le mot de passe, enfin il a un mot de passe qui est propre à lui-même. Si j'ai plusieurs instances SSH en fait sur lesquelles je me connecte, ça va vite être délicat et compliqué de se remémorer ou de retrouver tous les mots de passe en fait. En général on se connecte une fois, on rajoute sa clé, ensuite on l'oublie ce mot de passe, on s'en fout, et on se connecte en SSH directement, alors soit en renseignant le mot de passe de notre clé si elle est chiffrée et qu'on ne l'ajoute pas dans l'agent SSH, soit directement sans rien faire du tout si la clé est déchiffrée quoi. Petite parenthèse, terminée. On va pouvoir reprendre notre fichier de configuration Docker. Il y a quoi dans le volume du coup? Homebridge, ah oui, ok, c'est les données persistées de Docker, ok, et puis ouais, très bien. On va dire que c'est très bien. Je vais quand même faire un point de montage du coup, parce que je suppose que l'application... C'est quoi, on va demander à l'IA comment on va faire ça. Parce que, un truc que j'ai pas dit, j'aimerais bien créer en fait cette application en Go. C'est un langage que je connais pas du tout, je n'ai jamais fait, j'en entends beaucoup de bien, du coup je me dis que ça peut être intéressant de monter en compétence là-dessus. Du coup, quitte à utiliser une IA pour nous générer un code, autant le faire dans un langage qu'on ne connaît pas, pour essayer en fait de voir ce qu'elle peut nous apprendre dessus quoi. Du coup, on reprend notre technique très professionnelle de déploiement, qui est la technique du copier-coller, qui d'ailleurs n'est pas au bon endroit là, voilà. J'arrive pas à voir les espaces. 2, 1, 2, 1, 2, ok. Ouais, la technique du déploiement par copier-coller, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients aussi. Hein.
Docker compose restart. Je suis pas dans le bon dossier, voilà. Ok, donc maintenant on a bien créé notre... Pardon, on n'a pas bien créé, qu'est-ce que je raconte? Container name, image, restart. Bah alors... Ok, quand tu fais un restart, il ne rajoute pas les nouveaux projets dans le dépôt, visiblement. Nouveau conteneur dans le dépôt. Nouveau conteneur dans le, dans le projet. Je sais plus de parler, quoi. Du coup, faut que j'arrête de dire du coup aussi, je le dis beaucoup trop souvent. Quand je regarde mes anciennes vidéos, ça ne va pas, quoi. Je pense qu'on est plutôt bon. Donc là, maintenant, je peux me connecter sur... MQTT to BDD en lançant la commande ASH is restarting. Bah, aussi ça va être intéressant ça aussi. Mais du coup, il y a un truc que je vais faire. En fait là, qu'est-ce qui se passe? Le problème en fait, c'est que le point d'entrée de mon conteneur Docker, visiblement, c'était comme on l'avait vu avant, juste shell. Et je suppose que le script en fait ne fait rien. Donc une fois que le script est exécuté, en fait, le conteneur s'éteint, quoi. Donc bon, c'est sûr que c'est pas l'image la plus utile pour le moment, quoi. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que le fichier, enfin le Go, l'exécutable Go, en fait, je vais le mettre en point d'entrée du conteneur. Il sera exécuté dessus du coup, et puis quand le logiciel Go sera éteint, le conteneur s'éteindra en fait. Mais du coup là je peux pas me connecter dessus, donc comment je vais faire pour le développer? Je vais peut-être quand même le faire sur mon ordi du coup. Il va pas cryptoloquer mon disque dur après tout. Bref. On va commencer du coup la partie purement code. Je vais vous parler pour commencer de la vidéo que j'ai regardée un peu quand j'ai commencé à m'intéresser là-dessus du GOAT Benjamin Code. J'espère avoir son niveau un jour. En vidéo YouTube, je parle. En développeur front, je l'aurai certainement jamais, mais bon, c'est pas grave. Qui en fait nous parlait d'une autre vidéo qu'il avait vue, qui est celle-ci, de BMAD Method Masterclass, The Complete Workflow. Donc évidemment, j'espère que si vous aussi vous allez faire une vidéo qui vous parle de la méthode BMAD et que vous l'avez trouvée à travers ma vidéo, bah, que vous allez me présenter, puis présenter Benjamin, puis présenter en fait cet homme-là en fait, hein, pour bien faire tradition à la philosophie de la Paupérus. Enfin bon, bref. Si vous voulez voir ces vidéos, je vais les mettre dans la description de la vidéo, en fait, de ma vidéo, si vous voulez les regarder. Ce qu'il faut comprendre du truc, c'est que, en fait, souvent, quand on fait du vibe coding, en fait, on se heurte aux limites de l'IA parce qu'on n'est pas capable d'intellectualiser, en fait, tout ce qu'on aimerait que notre projet fait en un seul prompt. Donc l'IA n'est pas assez cadrée, elle essaye de deviner plein de trucs et elle n'a pas la même logique qu'un humain, donc elle devine mal. Et si j'ai bien compris, l'intérêt de la méthode BMAD, c'est qu'en fait, on a différents prompts qui se comportent comme différentes personnes d'une équipe de développement. On va avoir un chef de projet, on va avoir des personnes qui vont être plutôt dans le brainstorm, on va avoir des chefs de projet qui vont être plutôt capables de rédiger des tickets, on va avoir des testeurs, on va avoir des développeurs, et chacune de ces tâches en fait du coup est définie par une autre personnalité, un autre prompt. Et si j'ai bien compris, tout ce beau monde va générer plein de fichiers MD en fait qui vont contenir plein de descriptions sur ce qu'on veut que notre application fera. Et ensuite, l'agent qui code en fait va a priori nous coder un bon truc, quoi. Bref. C'est mon résumé un peu simpliste probablement de ce que permet de faire cette méthode. Mais maintenant, on va voir pour tester ça, quoi. Alors déjà, je vois que pour installer BMAD, il nous faut... Ah mais d'ailleurs, c'est en français ou je rêve? Bah ouais. Attends, comment ça, c'est en français? BDemon, BMADPOC... Ah ok, en fait, on est sur le dépôt GitHub de Benjamin. Bon, très bien. Je pensais que c'était le sien. Ah, lui. Ok, donc là nous avons le code original. Alors je comprends pas trop à quoi sert ce truc en fait. Oh, en plus il faut du NPM. Bon, on va quand même le faire tourner dans un conteneur. Faut que je me fasse un café avant d'attaquer ce truc. Je suis de retour, chargé en caféine.
pour attaquer ce truc. Du coup, on va refaire un conteneur Docker en fait qui va pas du tout être utilisé sur... enfin, qui n'aura rien à voir avec mon projet domotique en fait, et simplement pour installer tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer cette fameuse méthode BMAD et générer mon code sans polluer mon PC quoi. Du coup, j'ai créé un nouveau projet. Comment je l'ouvre? Putain, je sais pas comment je fais pour ouvrir un nouveau... Ah si, c'est là. Voilà. BMAD, ouverture, s'il vous plaît. Très bien. Oui, je trust. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Ok, on utilise tous les IA features. Ah bah non, on l'utilise pas s'il faut se connecter. Alors, on va se faire un Dockerfile. Mais je sais pas comment je vais présenter la chose. Open Editor, welcome. Ok, BMAD. Ah tiens, c'est marrant, en fait, tu peux avoir... Non. Bon, je sais pas. Dockerfile. Ok, donc là maintenant, on va repartir de Alpine 3.23. C'était 3.23? Oh, j'ai pas... Mais attendez, un truc que je comprends pas là. J'ai pas installé un plugin avant pour... Ah, faut que j'installe les plugins pour chaque fenêtre, quoi. Non, c'est pas possible. Là, ça fonctionne. Ok, on a le mode Vim. Et là, je l'ai pas, quoi. Bon, comment je fais pour retourner dans les plugins? Bon, le truc, ça va plus être moi qui galère sur Visual Studio Code que moi qui fais de la programmation, je crois. Extension. Eh bien, bah non, elle est là. Bah, non, ça marche. Ah oui, ok, c'est parce que... oh là là, c'est tellement naturel pour moi. En fait, j'ai bindé le double virgule comme étant un escape sur Vim. Ça évite d'avoir besoin de faire 3 km avec la main pour aller appuyer sur le bouton escape. Comment je peux faire pour avoir ça dans ce truc? Parce que le truc qui est bien avec l'extension qui est sur les IDE IntelliJ, c'est que je peux dire en fait d'utiliser la configuration de mon point vimrc. Donc tout ça c'est transparent quoi. Je sais pas si c'est le cas. Input method for normal code. Auto switch input method. Si jamais tous ces trucs là vous vous en foutez, normalement je chapitre assez bien mes vidéos, donc vous pouvez skipper à la partie précédente, la partie suivante en fait, si vous voulez quoi. Moi je demande à ChatGPT. J'utilise le fichier .vimrc avec l'extension Vim de Visual Studio Code. Non. Eh bien très bien. Attendez, je vous montre ce que me dit ChatGPT. Donc a priori non, on ne peut pas utiliser le fichier VMC directement. Et moi, ce que j'aurais bien aimé voulu faire, c'est, je vais vous montrer, un vimrc. En fait, il est vraiment très basique, hein, mon fichier. C'est ça. Je vais tenter de augmenter la taille. Voilà, moi j'ai juste ça dans mon vimrc, donc vraiment pas grand chose. Ce que j'aimerais faire, c'est ce truc-là. C'est je bind en fait la double virgule comme étant une touche escape. On va demander comment configurer le plugin pour obtenir cette config. Pour obtenir un équivalent de escape avec l'extension, il faut passer par la configuration JSON et non vimrc classique. Before, after. En mode insertion, taper 2 points, déclenche un retour en mode normal. Ok. Bah, on va tenter de faire ça. Hein. Donc c'est dans le setting.json, edit setting.json. Oh, bah, on a déjà à moitié renseigné le truc, donc moi il suffirait que je copie-colle ça. Ok. Ouais, du coup le truc en bloc il fonctionne pas, ça me fait un CTRL V forcément. Et c'est tout. Bah. Oh, ça fonctionne, excellent. Donc là, moi si je tape test et que je fais virgule, elle s'affiche. Si je refais virgule, elle s'affiche parce que j'étais trop lent. Si on fait virgule, c'est pareil. Par contre, si je fais virgule rapidement, 2 fois de suite, tac, tac, je passe en mode visuel. On est bien là. Alors du coup, nous revoilà dans notre image alpine. Il va falloir maintenant que j'installe
voir si je peux faire ça. Je sais pas comment vous présenter la chose. Certainement pas comme ça déjà. Bon, d'ailleurs, on va utiliser tiens, un autre logiciel dont Benjamin Code avait parlé une fois. C'est Super Whisper, je crois. Parce que bon, si déjà on passe notre temps à parler avec une IA pour qu'elle code à notre place, c'est pas pour lui écrire du texte encore plus chiant que ce qu'on fera en codant directement. Super Whisper, c'est une application. Attendez, je vais vous montrer sur leur site web. C'est déjà une application en fait qu'on peut utiliser gratuitement qui permet sur Mac en tout cas de faire du speech to text en utilisant une IA juste locale en fait. Donc je l'ai installé. On va voir ce que ça va donner. Donc on va demander à ChatGPT des questions sur notre conteneur Docker. J'ai envie de créer un conteneur Docker, donc un Dockerfile, et j'aimerais que celui-ci soit basé sur une image Alpine et présente juste un shell, en fait un simple shell sur lequel je peux me connecter pour lancer des commandes diverses et variées. Est-ce que tu pourrais me générer ce fichier s'il te plaît? Voilà. J'ai envie de créer un conteneur Docker, donc un Dockerfile, et j'aimerais que celui-ci soit basé sur une image Alpine et présente juste un shell en fait assez simple. Est-ce que tu pourrais me gérer? Bon, je pense qu'elle va s'en sortir l'IA. C'est clair que c'est pas forcément la façon dont on parlerait à l'écrit, parce que c'est très oral, mais pour une IA ça fonctionne bien. Donc en fait c'est exactement le même conteneur Docker que celui que qu'on avait récupéré avant quoi. Ah oui ok, donc quand tu le lances en fait, t'exécutes, bien. Ok, tiens, c'est marrant que j'avais le problème de conteneur qui n'arrêtait pas de redémarrer avant quand j'avais testé. Je pense que c'est parce que dans le cadre de Docker Compose, on le lance avec rien. Alors que là, moi, si je lance le shell, en fait, je vais y avoir accès directement. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce conteneur-là, on va l'écrire. Alors déjà, je vais essayer de vous faire un truc... Oh là là. Putain, j'arrive plus à m'en sortir sur un écran... Là, il faut quand même savoir que quand j'enregistre des vidéos comme ça, j'utilise quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1/8 de mon écran. Là. Donc, autant vous dire que je me sens un peu à l'étroit. Donc là, j'ai mon conteneur Alpine. J'ai le chat GPT qui est à côté. Voilà. En fait, il n'y a pas grand-chose. Si j'aurais bien aimé enlever ce truc-là, le chat, on l'enlève. Ce truc, on l'enlève. Ok. Maintenant, je vais vous augmenter la taille. Alors, c'était quoi? C'était égal, je crois. Ouais. Voilà, donc on ne fait pas grand-chose. Hein. CMD, donc l'exécutable, ça va être bin sh. Et là, en fait, l'intérêt, ça va être de jouer un peu avec les différentes commandes qui seront disponibles en fait dans le conteneur pour pouvoir en monter en fait un truc qui soit utilisable par Bmad. Bmad, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc on va faire encore mieux. On va faire ça. On va le mettre. Oh là là là, c'est tout petit. Et ensuite, un petit terminal qu'on va mettre là en dessous. Ok, je vais le mettre juste là. Voilà. Non, pourquoi c'est désactivé? C'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Et là, du coup, on va aller dans projet perso Bmad. Et ensuite, on va lancer la commande telle que présente docker build -t bmad. Ok. Obstack. Obstack, c'est le logiciel que j'utilise pour faire fonctionner en fait Docker sur Mac. Très bon truc, je vous le conseille à tous. Voilà, c'est lancé. On le recrée, voilà, très facile à faire. Hein. Dockerfile, not search file or directory. Comment ça? Ok. Ouais, j'étais pas dans mon répertoire. On le rebuild. Voilà, donc là j'ai téléchargé l'image de base Alpine et ensuite j'ai créé mon image qui ne fait rien de plus que juste avoir l'image de base, quoi, pour le moment en tout cas. Et maintenant on va faire ce que ChatGPT nous propose, donc docker run. IT c'est pour lancer une commande de façon interactive, je pense. RM, je sais pas, peut-être pour supprimer le conteneur à la fin, on va peut-être pas le mettre pour le moment. Alpine Shell. Alpine Shell, je viens de l'appeler Bmad moi. Enable to find image Bmad. Je l'appelais comment? Ah, je l'appelais Dmad. Bon. Je la supprimer plus tard. Docker run bin sh not found.
Bah. Oh, mais bien sûr, qu'est-ce que je fous? Là, vous pouvez voir qu'il vaut mieux demander à l'IA de faire les fichiers directement plutôt que de nous demander de les écrire et de faire des copier-coller de notre côté parce que visiblement, même ça, on n'en est plus capable. Ok, bon, j'ai enfin mon shell dans le conteneur après 20 ans de galère. On va pouvoir voir maintenant comment faire pour installer ce fameux truc. C'était quoi? C'était lui. Pareil, est-ce que je peux mettre ça en minuscule là? Voilà, on enlève ça. Alors, prerequis Node.js. Donc déjà, dans notre conteneur, il va nous falloir Node. Est-ce que j'enlèverai pas ma tête, là, qui prend toute la place là-haut? Ben non, en fait, elle cache rien pour le moment. Donc je vous laisse admirer ma tête. D'ailleurs, je sais même pas si je me suis bien coiffé. Oh là là. Bon, ouais, bref. On va dire que je suis bien coiffé. On va installer Node. Donc on peut utiliser apk search Node pour vérifier. On n'a pas du tout de... Ok, donc apk update pour récupérer les dernières versions des logiciels. Apk, c'est le logiciel qui permet de gérer en fait tout ce qui est... c'est le gestionnaire de paquets en fait d'Alpine, quoi. Donc on relance notre apk search Node. Ok, on trouve plein de trucs. Node.js 24, je pense qu'on est bon là. Du coup, si je fais un apk add Node.js, est-ce que c'est bon? Ok. Donc on va le rajouter là-dedans. Un peu comme on l'a vu dans les autres vidéos, en fait, on avance de façon itérative. Dès que... attends, je vais me mettre en bas là. Je pense que c'est là où ça sera le moins utile. Voilà. En fait, dès qu'on lance une nouvelle commande, en fait, qui fonctionne en fait et qu'on veut en fait répliquer après à terme dans nos conteneurs, en fait, moi ce que je fais, c'est que je l'écris directement. Comme ça, au moins, elle est présente et puis on ne l'oublie pas, quoi. Et c'est pas CMD d'ailleurs, c'est exec que je vais faire. Pas exec, qu'est-ce que je dis? Run, je suppose. Run commande, ok. Ah oui, on a même directement en fait de la documentation, quoi. Plutôt cool. Donc on a fait un apk update. Ensuite on va faire le run apk add node.js. Et maintenant je vais peut-être voir, c'était quoi ce qu'ils nous ont dit? Il faut npx. npm. Ok, on va demander à ChatGPT quelle est la différence entre npm et npx. Pareil. Quelle est la différence entre le logiciel npm et npx? La différence principale entre npm et npx tient dans leur rôle dans l'écosystème Node.js. npm, Node Package Manager, rôle principal gestionnaire de paquets pour Node. Il permet d'installer des paquets, de gérer les dépendances. Ok, ça c'est le truc normal, quoi. Enfin, le truc auquel je m'attendais. npx, Node Package Execute, exécuter des packages Node.js sans les installer globalement. Pas dans des exécutables de package directement. Oh, ok, alors attends. Donc, un paquet installé avec npx ne nécessite pas forcément Node.js. Si Node.js est toujours nécessaire pour utiliser npx, même si un paquet n'est pas installé globalement. npx est livré avec npm, fait partie de l'écosystème Node. Quand tu fais npx package, npx va chercher si le package est déjà installé localement dans le projet. Sinon, il le télécharge et enfin, il exécute le binaire du package avec Node.js. Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, on utilise en fait Node.js... pardon, reprenons. On utilise en fait npm du coup pour installer des librairies utilisées dans une application plus grosse et npx pour exécuter, enfin pour installer des genres de binaires qui ne sont pas prévus pour être inclus dans d'autres applications, c'est ça? Exactement, c'est une manière de la distinction. Ok. Cool. En tout cas, a priori, npx fait partie de npm, donc si je fais un apk add npm, je devrais avoir npx. npx. Ok, c'est bien là. Ça m'a lancé un shell d'ailleurs. Tiens, c'est marrant, du coup, c'est un peu un genre de console comme Python. Là, je pourrais faire des trucs en JavaScript ou quoi. Consta égale test. Bon, on verra ça à un autre moment. Ok, CTRL D. Donc, on ajoute Node.js et puis npm. Ok. Et maintenant, la commande qu'on doit faire, c'était, il me semble, npm
npx bimad méthode, la version alpha, on l'installe. Ok, alors déjà je suis allé trop loin là, faut que je rentre dans le conteneur de nouveau. Faisons ce truc. npx not found. Alors que je viens de lancer npx avant, on est d'accord, npx not found. Ah ok, parce que je viens de relancer le conteneur. Ok. Donc oui, là ce qui s'est passé en fait, vous voyez, à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'ai relancé un exit, du coup ça m'a sorti du conteneur, donc la commande qui était là, binsh, c'est terminé. Donc en fait le conteneur a été supprimé. Moi quand j'ai relancé cette commande-là, j'ai réexécuté une nouvelle version en fait du conteneur, donc sans aucune modification que j'ai faite moi depuis celui-ci, puisqu'elles n'ont pas été persistées là. Donc en fait, npx n'existe plus puisque j'ai pas rebuildé en fait mon conteneur depuis que j'ai rajouté ces deux dernières lignes, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les rebuild, tiens. Ça on va voir, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, je rebuild le conteneur. Donc là, on voit que je récupère toujours la même image de base en fait. C'est simplement que là, ce qui s'est passé en plus, c'est que on utilise, comment il s'appelle, AUFS, je crois, sur Docker, qui est un truc en oignon en fait, qui permet de gérer un conteneur depuis d'autres conteneurs. Donc en fait, on va juste rajouter en fait une couche en plus sur le file system qui contenait la version Alpine 3.23 avec nos deux nouvelles commandes en fait de souvenir. Il me semble que chaque instruction en fait crée un nouveau layer sur le file system, quoi. Du coup, c'est pour ça que là, on peut utiliser en fait cette version-là qui est cachée puisque c'est toujours la même. Mais par contre, on a dû créer une nouvelle image avec nos instructions qui ont été modifiées, quoi. Là, si je le relance, il va faire beaucoup moins de choses normalement. Eh bien non, je raconte des conneries, il faudra couper ça au montage. Du coup, je relance la commande, et là, a priori, ça devrait être bon. On va relancer npx bimad machin truc install. Là. Toujours pas là. En fait, il a caché l'image RMIF. Ouais, ça c'est le truc un peu chiant avec Docker que je maîtrise assez mal, c'est que je pense que mon image, comme elle avait déjà été générée, mais il a conservé en fait la version cachée de l'image. Est-ce que là, il en a généré une nouvelle? Peut-être à ça que sert en fait l'option -rm que me propose ChatGPT. npx not found. Bon, on va rajouter cette option. C'était quoi l'option? -rm. Enable to find image. Bimad latest locally. Voilà, je la refais. Docker run. APK. APK. Ok. Mais là maintenant, sur npx, ça existe. J'essaye d'itérer sur le Docker qu'on a créé précédemment, mais quand je relance la commande build, j'ai l'impression en fait que l'ancienne version de l'image reste cachée sur mon PC. Comment je peux faire pour qu'il me l'oublie et qu'il me régénère bien une nouvelle version prenant en compte les dernières modifications du Dockerfile? Du coup, ça c'est normal, Docker met en cache chaque étape du Dockerfile pour accélérer les builds suivants. On peut faire des builds sans cache. Ah bah ça peut être stylé ça. Testons. Docker build. No cache. On a quand même des cached. Donc, npx. Sapristi. Mais ou alors je fais une erreur dans mon instruction là. Ou alors je suis pas dans le bon. Attendez, faisons un truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bmad Docker, je suis dans quoi là?
Oh, c'est quoi ce vieux point là? Ok, alors, est-ce que je viens pas de perdre 20 minutes parce que je ne suis pas foutu de sauvegarder un fichier? J'en ai bien peur, hein. Oui, je suis habitué à PHP Storm. PHP Storm te sauvegarde automatiquement les fichiers dès que tu écris une lettre, j'ai l'impression. Voilà, là ça a bien exécuté les fonctions que j'ai rajoutées, quoi, puisqu'effectivement j'ai sauvegardé le fichier. Ouais, vous voyez, si vous n'êtes pas familier avec le monde de l'informatique, souvent c'est ça en fait, hein, c'est des heures de galère, alors qu'en réalité, le truc qu'on veut faire, bah, il est basique. Et qu'il suffit qu'on se repose 5 minutes plus tard sur le problème pour trouver la solution, quoi. C'est pour ça qu'il est très difficile finalement de corréler en fait durée de travail avec efficacité, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe en informatique. Tu peux très bien passer ta journée à travailler comme un taré et finalement être beaucoup moins productif que quelqu'un qui travaille 3 heures par jour, quoi. Du coup, on peut reprendre. Donc nous revoilà sur ce README. On va relancer cette fameuse commande. Alors est-ce qu'il y a une version... Là c'est pareil, je pourrais appuyer sur Y et puis installer le truc, mais comme j'ai dit, moi l'idée c'est de créer un conteneur Docker qui est capable de l'installer automatiquement en fait ce truc. Donc je vais pas faire ça, je vais plutôt voir s'il n'existe pas une option qui permet de... genre par exemple un -Y qui permettrait de ne pas avoir de message de prompt. Ok, alors attendez, il se passe trop de choses là. Déjà, un bel ASCII, ok. Ensuite, on a pas mal de texte. Encore une fois, il va falloir voir comment on peut spécifier ces instructions directement dans la commande. Mais lisons déjà ce qui est marqué. If your current version is loaded alpha 21, you will need a fresh install. Ok, c'est pas notre cas. New doc site. Tiens, allons voir ce site. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il est down. HTTPS, deux points. Ben, c'est prometteur tout ça. Merci pour ces guides et puis tout est gratuit, ben oui. Malheureusement, il n'y a pas grand chose de fourni. YouTube, ok. Last update, ok. Installation directory. Attends. Reprenons ChatGPT. Dans le conteneur Docker que je suis en train de créer, j'aimerais installer un paquet donc depuis npx. Par contre, durant l'installation, le paquet me pose plein de questions en fait, comme savoir dans quel répertoire je veux installer le module. Comment je peux faire en fait pour définir les réponses à ces questions directement en ligne de commande et éviter d'avoir le prompt qui bloque en fait la création du conteneur Docker. Oui, c'est un problème classique quand on veut installer ou exécuter des outils interactifs dans un Dockerfile. Bah oui. Il y a plusieurs méthodes génériques pour répondre automatiquement. Si le paquet soit des options clean non interactives, beaucoup de CLI modernes ont des flags yes, default, non interactives. Ok, donc ça va dépendre du paquet. Run yes. Il y a echo plus pipe. Ouais, je sens que ça va être compliqué cette histoire, hein. Alors attendez, déjà on va voir s'il n'y a pas des infos du coup au niveau du calling installer prompt de configuration de project for you. Then run workflow init. Ouais, bah oui, le site est down, là, c'est la même page que j'ai envie de charger, là. Écoutez, on va le faire à la main, je vais voir après ce qui se passe si je lance avec l'option default. Install to this directory. Yes, egg directory existe. Ah, ou alors, attendez, est-ce que... Si je fais un echo e, on va le mettre dans data bmad. Ah ouais, ça fonctionne. Redline was closed. Redline was closed. Ah, ça fonctionne de façon, on va dire, partielle, mais c'est déjà ça. Echo E, c'est bien ce que j'avais mis, moi, le E. Peut-être qu'il ne faut pas mettre de E pour avoir le retour à la ligne, tiens. Non. Redline was closed. Bah écoute, je teste ta solution avec le Echo. Par contre, j'ai un message d'erreur. Installation failed, redline was closed. Comment je fais pour résoudre ce problème-là? Dans les clés Node.js, quand elle utilise des prompts interactifs basés sur CDNBin, ok, ça explique pourquoi Echo NPN ne fonctionne pas toujours. Solution fiable.
Oui, bon, ok, donc en gros, ce que tu me dis, c'est que ta solution que tu m'as proposée ne fonctionne pas et que je dois utiliser une des autres alternatives. Ah, c'est dommage ça quand même. C'est quoi ça, NoTTY? NoTTY. Bon, data BIMAD. Ok, tu peux le créer. Oh, mais qu'est-ce qu'il me propose là? Bon, je sens que ça va être compliqué d'automatiser ce truc. Ce directory BIMAD, ok, n'existe pas. Est-ce que je vais le créer? Ok. Select Tools and to configure. Donc on va utiliser Cloud Code comme dit. Non, je ne vois pas tout là, c'est pas très pratique ce truc. Codex, non, j'ai pas Codex. Ok, Cloud Code. Oh. Codex, Cursor, GitHub Copilot, Google Antigravity, OpenCode, Windsurf, Atlassian Rovo, Crush, Gemini, Cli, Kiko, je sais pas quoi. Bon, on va dire que c'est bon, donc j'appuie sur Entrée, c'est ça. Cloud Code support TTS, Text to Speech. Would you like to enable it? Bon, oui, allez. Will you be installing any official BIMAD module? Je suppose, c'est le but de ce que je fais, non? Select module to install, press space to select, toggle all, ok. Donc qu'est-ce qu'on veut? BIMAD Builder Agent, BMGD, BIMAD Game Développement, BIMAD Méthode Agile. Écoutez, on va tout prendre, on est là vraiment pour installer le max, tout tester. We will select to install a local custom module. A priori non. BIMAD TM, attention, trademark, c'est un truc déposé. Si c'est vraiment le cas, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi de base je pensais que c'était un mec qui avait développé des agents un peu intéressants dans un dépôt GitHub quoi. Peut-être que c'est plus sérieux que ça quoi. What should the agent call you? Use a team name if you... Comment? Attends, comment doit m'appeler le... Oh mais il peut m'appeler Kevin hein. C'est déjà. Preferred chat language style, English, mandarin, pirate. English pirate. Je préfère que tu me parles en français. Preferred document output language. Ouais, je crois que c'est toujours le problème, hein, quand tu développes en français, quoi. Enfin, quand tu es dans le monde francophone. Le code, tu l'écris en anglais, la doc, en général, tu l'as fait en français. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire comme document? Regardez English. Where should default output field be saved unless specified in other module? BIMAD output, ok, on va dire que c'est bon. Hein. BIMAD optimized builder. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu me dis que je dois le prendre, je le prends. BIMAD Game Development Module, accept défaut, oui. BIMAD Method, Breakthrough Method, Agile and Driven Dev, ouais. Creative Innovation Suite, allez. BIMAD is ready to use. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a configuré des trucs, configuring Cloud Code, core installed, dépendance resolve, de module installed, il m'a installé des trucs. Il m'a configuré Cloud Code, alors j'ai pas Cloud Code installé là, mais BIMAD is ready to use. Install to data, BIMAD. Donc en fait, ce que je vais pouvoir faire, et ce que je vais faire, je pense maintenant, c'est que je pense que ce truc-là, ça doit contenir toute la configuration en fait qu'on vient globalement de générer via nos différents prompts. Donc je vais persister ce volume. Ça, il n'y aura pas besoin de relancer la commande d'installation, je suppose. Mais par contre, j'aurai pas le code quand même. Moi, je sais pas. On verra. TTS enabled for 25 agents. Thank you for helping test earlier. Ok. Start beta coming soon. Please read the full readme and link documentation to get started. Je ne sais pas, c'est quoi Agent Vibes TTS Setup? Écoute, on va configurer Agent Vibes, hein. On va viber. Qui est-ce qu'on a là? Agent Vibes, waouh. On en était où là? Ok. Putain, les mecs, ils sont quand même bien fait chier, quoi. Ils font de l'ASCII en dégradé, quoi. Agent Vibes. Now you IA agent can finally talk back. TTA. Ah oui, ok, c'était le text to speech. Ok. True Mobile First Interactive with Cloud Code. C'est un truc pour parler, en fait, finalement, avec ton terminal, je suppose. Ok, donc il y a tout qui me manque. Hein. Il me manque curl, socks, plein de choses pour faire ça. Non, mais je pense que on va laisser ça tomber pour le moment. On va laisser tomber ça pour le moment. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais? Ok. Bon, oui, mais je vais pas le faire pour le moment. Je comprends rien à cette navigation. La Next Previous, Next, ok.
Select your default paper voice. Non mais en fait on pourrait pas juste annuler ce truc, skip I do this later, ok. Select default reverb level. Pas de reverb. Mais non, je veux pas de background music, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Écoutez, laissez-moi tranquille, je ne veux plus que tu me parles. Listen to welcome message, non. Start installation. Non, laisse tomber, on n'installe rien. Tout va bien. Ok. Bmad is ready. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Beta adjusted day away. Donc en plus, le truc que j'installe, c'est un truc qui est en alpha. Bmad est 100% free open source. Donc gated Discord, putain. C'est vrai qu'on en est là, quoi. Devoir aller sur Discord pour utiliser des outils des fois. On a des ressources, malheureusement le site est down. Bon. Voyons voir ce que ça nous a installé. Bmad. Bmad output doc. Et maintenant, follow the installer prompt to configure your project, then run workflow init. Alors attendez. Déjà, on va créer ce volume pour... Ah mais j'ai pas de volume là. Je vais vraiment créer un Docker file pour ça. Un Docker Compose, je veux dire. Bon, ok. On va créer un fichier Docker Compose. Au point où nous en sommes, on ouvre ce truc. Donc je suis dans quoi là? Docker. Ok, on va créer un nouveau fichier. Docker compose.yml. New folder, on va l'appeler Bmad image. Le Docker file là, on le met dans Bmad image. On le move, Docker compose. Et là maintenant, on va en faire un petit un script Docker Compose qui va juste en fait contenir le lien vers l'image et puis le lien vers un dossier qui va contenir les datas persistantes en fait. Enfin persister, genre tout ce qui est dans Data Bmad qu'on a normalement installé via le prompt de configuration. Ça au moins, on aura les données quoi. Même si du coup, la commande npx d'installation, elle ne pourra pas tourner quoi. C'est un peu chiant ça quand même. Ça n'a pas été prévu pour fonctionner dans des conteneurs, hein, j'ai l'impression. Mais bon, moi, je pourrais réutiliser un minimum le truc. Bref. Donc service. On va juste avoir un seul conteneur qui va être Bmad. Le container name, ça sera Bmad aussi. Et puis je vais l'image du coup, je pense que si je mets Bmad image, ça doit la récupérer en local. Puis le volume. On va avoir... c'est plutôt cool cette autocomplétion en fait. Mais par contre, je regarde juste comment je faisais. Ok, oui, c'est tiré. Volume data sur slash data bmad. Voilà. Et maintenant, alors du coup, j'ai un peu la flemme de faire un copier-coller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle réinstallation plus propre. Maintenant qu'on a le Docker Compose. Du coup, je me barre du conteneur. Là, j'ai tout qui était perdu normalement. J'ai Bmad image. Là, je vais créer le répertoire volume data. Non, c'est dans un Docker Compose up-d. Je vais créer Bmad refers to undefined volume. Ok, je vais avoir un problème du coup dans la façon dont je définis cette image locale. Ah, ok. En fait, quand on a une image locale, on n'utilise pas le terme image, mais build. Et là, je donne la localité du dossier, donc c'est ça, a priori. C'est bien ça, un Bmad image, ok, c'est bon. On peut juste le sauvegarder. Docker Compose up. Toujours le problème de volume, pourquoi?
Volume data, je vais pas appeler comme ça. Bah si, undefined volume data. Ah, je pense qu'il me manque un point aussi. Ok, voilà. Là on le récupère. Le conteneur a été démarré. Là, si je fais un docker ps, je ne le vois pas. Ah bah oui, parce qu'on a le problème de ne plus avoir de point d'entrée, quoi. Mince. Ouais, parce que comme dit, en fait, le problème de mon conteneur Docker que j'ai actuellement, c'est qu'il se lance, il présente un shell, mais le shell n'est accroché à rien ni personne, donc le shell s'éteint. Et du coup, moi je peux pas m'y connecter, et le conteneur est éteint avant même qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit dedans. Maintenant, j'aimerais utiliser le conteneur Docker que je viens de créer au sein d'un projet Docker Compose, mais le problème c'est que comme le point d'entrée du conteneur c'est juste un simple script shell, le conteneur s'éteint directement en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer un script qui boucle sur quelque chose en fait, juste pour laisser le conteneur online, de façon à ce que moi je puisse m'y connecter en fait en parallèle et puis travailler dessus. Oui, c'est vraiment un comportement normal de Docker. J'aime bien tes confirmations pour me prouver que je ne suis pas complètement débile. Ouais, ok, je pensais qu'il y avait peut-être un truc un peu plus intelligent que juste faire une simple boucle qui garde le conteneur actif comme ça. Mais on va faire ça comme ça en fait, c'est très bien ce truc. Ok, on va lancer cette commande à la fin de notre conteneur. Donc je retourne dans le Dockerfile, à la place d'avoir cette commande, on va avoir celle-ci. Donc là en fait ce qu'on fait simplement, c'est qu'on lance la commande SSH sur une boucle qui fait que dormir pendant 3600 secondes, donc 1 heure je crois. Et ensuite ça boucle comme ça en live. Et du coup je vais juste voir si j'ai besoin de rebuilder à la main ou si c'est fait automatiquement. Docker Composer, non, c'est Docker Compose, restart, ok. Docker PS, non, elle est pas là. Docker Bmed. On va du coup supprimer les deux images. Oui, en forçant pour qu'il supprime l'éventuel conteneur qui utilise l'image. Mais du coup, est-ce qu'elles ont été toutes supprimées? Ok. C'est un restart, ok. Toujours pas là. Mince. Mais oui, pourquoi? Parce que j'ai de nouveau oublié de sauvegarder ce fichier, quoi. Complètement fou. Bon, maintenant, je l'ai. Je vais voir si je mets un up, build, recreated, attaching to bmad. Ok, donc si je lance forcément en fait un Docker Compose en foreground, le conteneur reste actif. Mais le problème c'est que si je fais ça en arrière-plan, le conteneur se ferme toujours tout de suite, quoi. Bah non, en fait là il était ou alors Docker Compose up-d. Ok, c'est bon. Donc j'avais effectivement un cache. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que comme j'expliquais avant, le conteneur ne s'éteint plus automatiquement, en fait, parce qu'à la place d'avoir juste une commande qui lance un shell et qui fait rien, on a un shell qui boucle en fait sur lui-même. Donc le conteneur reste là. Donc moi, ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux faire un docker-ti comme on avait vu avant pour se connecter en fait de façon interactive au shell. Je mets le nom du conteneur qui est ce truc-là. Je vais pas donner un nom un peu plus container name bmed. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça du coup? Ah, c'est l'ID. Ah oui, non, ok, le nom, oui, c'est bon. Donc maintenant, si je fais bmad et que je lance ASH, voilà, je suis comme. Ah oui, parce qu'il manque docker except, pardon, ti. Voilà, donc là, je suis dans le conteneur. Donc maintenant, je peux relancer la commande npx. Je ne sais plus comment elle va d'ailleurs. Est-ce que j'ai encore dans mon historique? Voilà, elle est. On relance cette commande-là qui va nous réinstaller le package. L'installation, c'est dans data bmad. Oui, il existe, mais il est vide. On va relancer de nouveau Cloud Code. Il a été sélectionné en vrai. Cloud Support Text. Non, on ne va pas activer ce truc-là de nouveau. On will be installing any official. Ben oui, c'est le but. Donc là, c'est pareil. Je vais de nouveau tout reprendre parce que je ne sais pas trop ce que c'est. Pas de modèles locaux.
Je m'appelle Kevin. J'aimerais qu'il me parle en français. On utilise une langue. Ok. Bimad output. Bimad optimizer builder. Écoute si tu veux. En fait, je prends la valeur par défaut, hein, celle qui est écrite en majuscule. Ok, voilà. Donc maintenant, on a de nouveau tout installé. Et maintenant, le truc intéressant, c'est que normalement, si je vais voir en fait, je prends un autre conteneur, un autre terminal, pardon, que je vais dans les projets. Donc, la grosse différence entre maintenant et avant, c'est que là, toutes les données en fait qui sont présentes dans le dossier data bimad sont en fait présentes aussi sur mon hôte en fait. Donc quand je vais quitter le conteneur et le relancer, elles seront toujours présentes. Là par exemple si je fais un excite, que je fais un... Donc là je suis nouveau sur l'hôte. Si je vais dans volume data, vous voyez qu'en fait on a les mêmes fichiers que ceux qui étaient présents dans le conteneur, quoi. Mais le truc un peu dommage, c'est que du coup, moi je vais pas pouvoir lancer cette commande, je pense. Si dans mon conteneur je mets un... run ce truc-là, comme il va me demander des trucs interactifs, je vais pas pouvoir build l'image, je pense. On va laisser ça comme ça pour le moment, on verra bien. Il faudrait quand même avancer un peu, quoi. Au moins, là, le truc là, c'est que si jamais ça fonctionne pas, bah, je pourrais recommenter cette ligne, lancer la création du conteneur et je pourrais taper la commande à la main puisque je la vois là. Et au moins, j'aurai les fichiers qui ont été générés qui seront toujours présents. Parce que là, maintenant, j'ai ce truc qui est installé, ok. Et comment je fais pour l'utiliser, quoi. Parce que là, pour le coup, on a genre aucune info, quoi. Ah si, il faut lancer la commande à workflow init. Bon. On va se reconnecter du coup dans le conteneur et on va lancer workflow init. Ok. Eh bien, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Ou alors j'ai un problème de PAF. Donc pareil, là je vais chercher dans le partout un fichier qui s'appellerait workflow init. Mais ok, bah il n'y en a aucun. Du coup, ce serait une commande, mais elle vient d'où cette commande? Bon, il est tard, je vais manger. On reverra la suite après. À toutes. Nous revoilà, du coup, le ventre bien rempli. Donc on en était ok, on avait installé donc a priori Bmad, mais par contre on n'arrive pas à initier le workflow. Alors moi ce que je vais faire, on va peut-être regarder ce que faisait le goat Benjamin Code pour lancer le truc. Oh, c'est ma première review de vidéo que je fais en vidéo. L'émotion est grande. Alors attends, où est-ce qu'on... Ouais, je pense que c'est peut-être là. Donc, il lance l'IDE. Il lance... attendez, je vais voir si je peux me mettre en plus grand pour vous. Ça comme ça. Donc je sais pas trop, il lance Claude en fait depuis son terminal. Ok. Donc c'est une sous-commande de Claude. Mais du coup, je comprends pas trop parce que il me parle d'un workflow init. Follow the installer prompt to configure your project and run. Je suis pas sûr de comprendre l'idée parce que je pense que là Benjamin a déjà fait ce truc en fait. Relançons cette commande, on va voir si ça se trouve. Ça fonctionne pas la façon dont je gère la chose là. Data bimad. Oui, quick update, recompile agent. Je sais pas trop, fais-moi un truc, ok. Workflow init. Putain, on est là quoi. Demandons à ChatGPT. Hein. Après tout ça, la vidéo des IA. Je retourne dans mon chat d'avant. Voilà. J'essaie d'installer la méthode bmad qui permet d'améliorer la façon dont on travaille avec les IA pour coder, mais je comprends pas ce que je suis censé faire en fait. D'après la documentation, on est censé lancer une commande npx bmad method @alpha install. Moi je la fais cette commande et ensuite la doc dit qu'il faut lancer workflow init, mais moi mon terminal il me dit que cette commande n'existe pas. T'as une idée de ce que je devrais faire?
D'après la documentation officielle, voici ce qui se passe avec Beeman Method et surtout pourquoi ta commande suivante ne marche pas comme tu l'entendais. Ok. Donc on installe Beemad comme j'avais fait avec NPX. Pourquoi WorkflowInit n'est pas reconnu? La commande WorkflowInit n'est pas un binaire shell system, c'est une commande interne fournie par Beemad via un agent IA dans mon environnement pris en charge. Concrètement, après l'installation avec NPX Method, installe, Beemad crée un répertoire Beemad dans ton projet. Tu dois ouvrir ce projet dans un IDE ou un outil IA compatible. Dans l'IDE, tu charges un agent et ensuite tu exécutes la commande du workflow depuis l'interface de l'agent. Ah, ok, mais c'est pas ce qu'il fait là. Attends, alors... Pourquoi j'ai perdu le son? C'est ça. On va voir déjà pour installer Claude, et si ça se trouve ça nous aidera. Comme dit, si c'est une commande à lancer depuis Claude, c'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas. Comment faire pour installer Claude dans mon conteneur? Quel Claude je parle? Je sais pas moi de quel Claude je parle. Comme c'est une ligne de commande qu'on utilise, je suppose que c'est Cloud. Ah putain, Cloud, ok. Ouais, bah voilà, c'est Speak to Text qui a pas très bien fonctionné. Tu ne peux pas installer Claude directement dans un conteneur comme un binaire autonome. Claude fonctionne uniquement via les outils API fournis par Anthropic. Ok, oui, mais donc tu installes ton conteneur et le client qui fait appel à Code, oui, non mais ok, oui, c'est très bien, très bien. npm install g Anthropic IA, ok. Ah oui, en plus il faudra une clé d'API, évidemment, c'est pas gratuit. Ok, je vais déjà lancer la commande npm pour voir si les dépendances demandées sont bien nécessaires. En tout cas, elle a l'air cohérente. Anthropic IA Cloud Code. Je vais juste vérifier. Si je tape ça dans Google, est-ce que je suis capable de... Pour npm, Anthropic IA Cloud Code, publié à 21h, comme un antique coding tool that lives in your terminal nor standard code base and helps you code faster by executing routing tasks. Ok, ça m'a l'air d'être bien. Est-ce qu'on peut voir si ce paquet est célèbre? Ok, il est bien célèbre, il a été téléchargé plus de 6 millions de fois cette semaine, donc il m'a l'air légitime. Allez, on l'installe. Add free package. Bon, bah c'était rapide. Et donc maintenant, wow, je lance Claude et ça fonctionne. Alors, j'ai pas eu d'erreur concernant les dépendances là dont me parlait ChatGPT. Bash je l'ai de toute façon. Curl, je pense libgcc, je suis pas sûr. Ce truc-là, je pense pas que je l'ai, mais on dirait que c'est pas utile. Choose the text style that looks best with your terminal. Ok, alors attendez. Dark mode, light mode. Là, on voit déjà plus que la moitié du texte. Dark mode, colorblind, light mode, dark mode NC color only, light mode. Ben, le problème, c'est que ça va dépendre de la configuration de mon ordi, en fait. Parce que là, je suis en dark mode parce qu'il est tard et que je suis au niveau de mon Mac en couleur sombre. Mais par contre, si je viens là et que je clique là-dessus, je mets en couleur claire, ça change. Il n'y a pas de mode automatique, quoi. Bon, on va se laisser en dark mode pour le moment. Parce que je suis en dark mode. Au pire, je le changerai automatiquement. Ok. Cloud code can be used with your cloud subscription or build based on API usage. Bon, je ne vais pas parler anglais pendant toute la vidéo, hein, je vous préviens, sinon vous allez saigner des oreilles. Mais je ne sais pas du tout ce que j'utilise, moi. Cloud account with subscription, Anthropic console, account, API usage and billing. Demandons à ChatGPT. Il est quand même fantastique, ChatGPT, de nous donner toutes ces indications. Je remarque que j'ai de nouveau ma tête en plein dans... Je sais pas où me mettre. Je me mets là, comme ça. Bah, comme ça, je suis sûr de prendre toutes les trois consoles, toutes les trois fenêtres. Je me remets en haut. Merci, j'ai réussi à installer Claude, le client Claude en API. Maintenant, il me demande ce que je veux utiliser comme méthode de login. Tu penses que c'est laquelle la meilleure et surtout la moins chère entre utiliser un compte Claude ou utiliser l'Anthropic Console Account, qui serait un truc plus basé sur une utilisation par API, j'ai l'impression. Alors avec Claude, tu as typiquement deux manières de t'identifier. Donc soit tu as un compte Claude classique, tu te connectes avec ton compte utilisateur Claude, celui que tu utilises sur app.claude.ai.
Simple à mettre en place pour les usages ponctuels ou tests, pas besoin de config complexe côté développeur. Inconvénient, usage limité pour ton côté utilisateur. Pas pratique pour automatiser dans un conteneur ou un script long terme. Oui, bon. Souvent plus cher, ce qui dépasse le quota car dépend de l'abonnement utilisateur. Compte API. Tu crées une API depuis l'Anthropic Console. Tu utilises dans ton client. Cloud, avantage d'automatisation complète dans Docker. Tarification claire basée sur l'usage. Idéal pour les scripts bot pipeline. Ouais, ok. Oui, donc effectivement, si maintenant, je pense qu'on peut simplifier ça en disant que tu peux utiliser un compte classique si tu as envie d'avoir un accès un peu fourre-tout qui te permet de faire plein de trucs, je suppose, à travers ton compte. Par contre, si ton idée c'est de déployer plusieurs applications qui utilisent l'IA, c'est mieux de passer par une API parce que comme ça tu peux les identifier correctement et définir plus finement ce qu'elles ont le droit de consommer ou pas, je suppose. Après, je sais pas trop à quel point les prix diffèrent vraiment. Ouais, donc c'est ce qu'il nous dit là, les méthodes code user c'est moyen en usage Docker ou CI, logique. Alors que la clé c'est très bien puisque tu peux faire autant de clés, je suppose que tu as besoin d'authentification quoi. Donc c'est pareil, même si ton conteneur à un moment, si ta clé elle est partagée ou tu veux la révoquer, c'est facile en fait, tu vas sur l'interface d'Anthropic là sur la console et puis tu peux la changer comme tu veux quoi. Alors que ton compte c'est un peu plus compliqué. Coût souvent plus cher, c'est usage intensif. Pay to use, souvent moins cher pour l'automatisation. C'est juste pour tester manuellement un shell, le compte Claude suffit. Je pense que je vais faire ça pour le moment. Je vais utiliser un compte Claude et puis on verra. Ça m'a l'air d'être plus simple à gérer. J'ai pas encore envie de me trimballer avec des comptes API là. Ok. Donc je vais utiliser Cloud Account. Opening browser to sign in. Bon. Ok. J'allais dire il y a un problème parce qu'il faut que mon console soit capable de communiquer avec mon OS pour lui demander d'ouvrir la bonne page. Mais ça ne sera pas la peine puisqu'il m'a généré une clé avec token. Donc je peux faire ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce token dans un autre navigateur. Putain, mais quel boulet. Arc, il m'a recollé ce truc dans Google, quoi. Il est con, pourquoi il veut pas? Bah, HTTPS, oui, ok. Pourquoi il me cherche ça dans Google? Bon, utiliser Firefox, des fois, certains navigateurs. Ok. Maintenant, il faut que je me connecte. Problème, j'ai pas de compte. Ah là là. On va s'en créer un. Je verrai à quel point c'est payant au début ou pas, quoi. Continue avec un compte Claude pour authentifier les connexions. Ok, il m'a envoyé un code de vérification par email. Là c'est pareil, du coup, comme je suis dans un conteneur, si je reboot le conteneur, forcément je vais perdre toutes ces infos de connexion en fait. Je pense pas que ça soit le bon plan de passer par Docker en fait pour ce genre de truc, à mon avis, ça va quand même me compliquer la vie. Surtout que je ne reçois pas l'email de confirmation, enfin l'email de vérification. Ok, j'ai reçu le mail, je me reconnecte, c'est bon. Je copie le code, je le colle, et là je suppose que je suis connecté, j'ai plus de prompt, j'ai plus rien. Ok, ça a fonctionné ou il se passe quoi là? Bon, je sais pas ce qu'il fabrique là. Ok, la console a pas l'air morte. Bon, on va relancer. Ok, j'ai rekillé le truc, je relance Claude. On retourne en dark mode, on essaie de se reconnecter, mais bon, je suppose que je vais pas pouvoir utiliser le même code. On va quand même tenter. Je comprends pas. Bon, alors là, je viens de me prendre la tête pendant genre 2 heures à essayer d'installer Claude et puis Bmad en fait dans un conteneur Docker. Ça m'a pas l'air de très bien fonctionner parce qu'il y a trop de trucs qui sont persistants. T'as Bmad, quand je vais l'installer, en fait, il y a tout un shell d'installation qui est prompté pour répondre à plein de questions. Du coup, j'ai essayé de persister ces données dans un volume à part, mais ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Il manque des trucs. Pareil, après, j'ai voulu installer Claude sur le conteneur. L'installation fonctionne, mais j'arrive pas à m'identifier correctement. J'ai mon code de connexion qui fait friser la console. Enfin, je sais pas, il y a que des trucs bizarres. Donc, on va essayer de réinstaller en fait
tout ça en local, donc sans passer par Docker. Moi, comme dit, de base, j'aurais bien aimé utiliser Claude à travers Docker pour éviter de lui permettre de faire n'importe quoi, en fait. Parce que Claude, ça va être après un logiciel qui va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, en fait. Donc, s'il est mal configuré ou je sais pas, moi, comme dit, si à un moment, il décide de cryptoloquer ton ordi, a priori, il n'y a personne qui va l'arrêter, quoi. Donc, bon, il va falloir que je vois un peu comment je vais pouvoir essayer de le contraindre. Mais passer par un conteneur Docker, en tout cas juste pour tester là, ça part d'être le meilleur des plans, quoi. Surtout pour cette vidéo, si on veut qu'elle reste compréhensible. Donc, je vais juste relancer les dernières commandes que... enfin, je vais faire rapidement ce que j'ai pris 2 heures à faire sur mon conteneur, là. Hop, je re-switch sur la vue de mon bureau. Donc là, on a encore ChatGPT avec les différentes questions que je lui posais concernant justement... toute cette création via Docker. Nous, en fait, on va retourner directement sur le README de Bimad et puis on va juste lancer ces 2 commandes directement donc sur mon PC. Hein. Donc on installe la méthode Bimad. Ok. Je vais me pousser un petit peu. Donc NPX, en fait, je m'étais posé la question de ce que c'était par rapport à NPM juste avant. En fait, il faut voir NPM comme étant un utilitaire qui vous permet en fait de gérer les dépendances de projets. Donc ça va être les librairies, vraiment les codes que vous pouvez utiliser dans vos autres applications. Alors que NPX, finalement, c'est juste un autre binaire qui permet d'installer des logiciels terminés, quoi. Donc les deux nécessitent Node.js, hein, puisque c'est pour la communauté JavaScript. Mais NPX va peut-être être utilisé pour concevoir des standalone, quoi. Genre là, typiquement, c'est un logiciel que j'installe. Je ne vais pas l'inclure en fait comme librairie à un autre projet. Donc c'est plutôt NPX qui est utilisé pour ça, quoi. Donc là, je lance la commande. On voit déjà, comme dit, que Bimad me pose plein de questions en fait. Hein. Déjà, on voit que c'est un truc qui est encore en alpha. Donc ok. On dit que faut qu'on fasse attention si on avait déjà une version de Bimad installée, donc c'est pas mon cas. Pareil, on a une documentation qui existe à cette adresse. Le problème, c'est que, en tout cas, quand j'ai testé avant, l'adresse retournée vers un serveur down, voilà. Donc bon, ça présage le meilleur. Bon, après c'est de la pub qui se fait, quoi. Donc installation directory, où est-ce qu'on va installer ce logiciel? Je vais pas l'installer directement dans mon home, je pense. En fait, je sais pas, je comprends pas à quoi ça correspond en fait. Je vais l'installer chez moi dans Project Misk, Bmad, je sais pas. Ok, Project Misk Bmad. Oui, tu vas le créer, c'est bon. Ensuite, on nous demande qu'est-ce qu'on veut utiliser comme IA en fait, qui va utiliser finalement Bimad. Donc on va partir sur Claude Code. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout pour le moment. Claude Code support text to speech. Would you like to enable it? On va dire non pour le moment. Ça oui, on va installer le truc Bimad. Ensuite, on nous propose d'installer d'autres logiciels. Je sais pas trop quoi ils correspondent. On va tout installer, on verra bien quoi. On va pas installer de modules locaux. What should the agent call you? Donc tu peux m'appeler Kevin. Il va parler en moi comme étant Kevin. Peut-être marrant. Langage préféré, on va parler en français. Les documents qui vont être créés, l'anglais c'est bien, je pense. Où est-ce que les fichiers doivent être sauvegardés? Bimad output, ok. Bimad optimizer builder, je sais pas ce que c'est. Accept default, je suppose. Je suppose que j'accepte le défaut partout. Ok, c'est installé, c'est bon. Maintenant, je vais juste voir un truc. Là, il parlait de workflow init. Je vais voir si maintenant ça fonctionnerait en local. Non, ça fonctionne pas non plus. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Après, c'est peut-être une commande qu'il faudrait que je lance depuis la console de Claude, quoi. Donc, on va voir ça. Parce que maintenant, la prochaine étape, c'est d'installer Claude. Alors, ça aussi, j'avais déjà demandé à ChatGPT avant. Donc, c'est pareil, Claude, en fait, il s'installe depuis NPM. Donc, ouais, là, on voit toutes les questions que je vais poser, genre comment je vais faire dans mon conteneur pour conserver l'authentification, ce genre de trucs. Bref, ça m'a l'air d'être pas mal de galères pour pas grand-chose. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ça. Par contre, là, ce qui est drôle, c'est qu'on utilise NPM, pas NPX. Alors que pourtant, c'est aussi un outil que j'installe et pas une librairie, quoi. Bref. Ok.
C'était NPX, voir ce qui se passe. Non, ok, bon, ça marche pas non plus. C'est NPX, je sais pas, ça doit juste être un exécutable, un binaire ou un truc comme ça, alors que NPM, c'est des fichiers JS. Bref, je sais pas. En tout cas, maintenant, si je tape Claude, voilà, je peux me connecter à Claude. Donc, Claude permet d'avoir différents thèmes. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir un thème qui dépend de la couleur de mon terminal. Parce que si je suis en light mode, enfin si j'ai les couleurs du jour, j'utiliserai mon terminal se met à jour en fait au niveau des couleurs. Par exemple, là je suis en mode sombre parce que c'est la nuit. Si je me mets en mode clair, là vous voyez le terminal devient clair aussi. Donc là il faudrait plutôt que je sois en light mode. Bon, c'est pas grave. Comme c'est la nuit, on va déjà se mettre en dark mode et puis on verra éventuellement pour changer ça plus tard, quoi. Dans notre cas, comme je suis seul sur le projet et que c'est vraiment pour du test, on va utiliser un compte Claude. Donc je clique là-dessus, ça m'ouvre mon navigateur. Ok. Donc là je suis connecté, ça me demande... Enfin c'est un compte que j'ai créé juste avant, là, pendant justement mes galères avec Docker. Quel forfait je veux utiliser? Donc on voit qu'on a le choix entre 3 forfaits. Alors déjà, il y a un truc que je conseille de faire, c'est de ne pas payer les forfaits en annuel, de plutôt prendre les tarifs mensuels. Pourquoi? Parce que, surtout dans le monde de l'IA, les choses évoluent quand même très vite, quoi, et je suis pas forcément sûr que d'ici 6 mois, Claude sera encore la plus pertinente des solutions pour faire de l'IA, quoi. Bon, du coup, on voit qu'on a un mode gratuit, un mode pro, un mode max. Le mode max, c'est à partir de 90 € par mois. Pas mal tout ça, hein. Bon, on va déjà continuer avec le mode gratuit, voir à quel point ça suffira. Quoique, en fait, je dois reprendre le pro, en fait, hein. Je pense, parce qu'il nous parle bien, d'utiliser Claude Code. L'utilisation de Claude Code n'a pas l'air d'être prévue dans la version gratuite, quoi. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans, en fait. Dans la version gratuite, on peut discuter avec Claude sur le web, iOS et Android. Ça va être un peu comme je fais avec ChatGPT, là. Je peux rédiger, éditer, créer du contenu, ok. Analyser du texte, télécharger des images, générer du code, obtenir des résultats de recherche web, ok. Et avec la version Pro, on peut en plus accéder à de meilleurs modèles, je suppose, plus de projets, plus d'outils de recherche, la réflexion étendue pour les tâches complexes, ok. On peut se connecter aux API Google, visiblement. Intégration avec MCP distant. Les MCP, c'est des fichiers qui permettent de définir comment utiliser ton application par l'IA, je crois, mais c'est pareil, c'est pas un truc que je maîtrise pour le moment. Et on a Claude Code, en fait, qui m'a l'air d'être ce dont on aura besoin. Et puis dans le max, à partir de 90 €, donc on a 5 ou 20 fois plus d'utilisation que Pro, limite de production plus élevée, accès anticipé aux fonctionnalités, accès prioritaire pendant les périodes, inclus Claude Code. Ouais, donc en gros, c'est quand tu utilises le Pro et que tu n'as plus de crédit, tu passes au max, quoi. Mais il y a plusieurs forfaits max, visiblement. Ok, attention. Ah oui, non, ok, je peux choisir. Donc il y a le 5 fois plus, c'est 90 € par mois, et le 20 fois plus, c'est 180 € par mois, plus TVA. Donc, ouais. Eh bien, on va déjà utiliser la version gratuite, on va voir ce que ça va donner. Vous n'êtes pas demandé. Je suis conçu pour aider, jamais pour nuire. Oh, c'est gentil ça. Aider Claude à s'améliorer pour vous. Bon, bah, on va l'aider, hein, de toute façon. Quand on utilise l'IA, je suppose que le principe, c'est de permettre à l'IA d'avoir accès à nos données aussi pour pouvoir améliorer le bien commun. Ou pas, mais bon. Avant de commencer, comment dois-je vous appeler? Tu peux m'appeler Kevin, c'est bon. Qu'est-ce qui vous intéresse, Kevin? Je choisis 3 sujets à explorer. Bon, programmation et développement, je pense que c'est bien, hein. Rédaction, création. Apprentissage et études, j'aime beaucoup apprendre des trucs. Ouais, business et stratégie, rédaction, création de contenu, vie quotidienne. Le genre de truc complètement méta, je ne sais pas ce que ça veut dire. Business et stratégie, pourquoi je passe mon temps à créer des plans machiavéliques pour la destruction de l'univers. Bon, là, on va dire qu'on prend juste ces deux-là. L'autocomplétion termine les lignes. Claude Code termine les fonctionnalités. Obtenez la programmation en binôme avec un chat. Ok. Ok, mais justement, mais du coup, installer Claude Code, c'est-à-dire... C'est quoi ce que j'ai installé, moi? Workflow with Claude directly in code bias build debug ship. Ok, est-ce que j'ai pas installé de la merde avec npm avant? Relançons cette commande, voyons voir ce qu'ils nous disent. Passcode if prompt, il n'y a rien qui a été prompt, mais attends 10 secondes. The installation exists, but local bin is not in your path.
performance. npm. Ok. Ok. Réinstaller Claude. Ah mince, mais quoique, en fait, il l'avait déjà installé, donc là, il me le réinstalle. Mais en fait, j'ai localbin qui n'est pas dans mon PAF, donc en fait, l'application n'est pas truc. Donc si je veux la lancer, je vais faire ça. Localbin Claude. Et là, il se lance. Ok. Bon, je suis pas sûr que ça ait changé grand-chose les deux façons de l'installer là, mais au moins maintenant, je vais avoir la façon officielle d'installer Claude. Ok, on a eu un petit prompt là. Attendez, on va le relancer pour essayer de mieux voir ce qui était affiché là, mais je crois qu'il y a bien marqué que en fait, je vais devoir passer à la caisse si je vais utiliser Claude Code. Hein. Ah, bah, je suis plus connecté du tout maintenant. Écoutez, reconnecter. Oh, vas-y, chaque fois attendre, c'est trop chiant, je comprends pas pourquoi les plateformes aujourd'hui, elles utilisent que des codes qui t'envoient par email pour te connecter plutôt que d'avoir des mots de passe. Parce que bon, leur code, il faut attendre 10 minutes qu'il arrive à chaque fois là. Bon, maintenant je me reconnecte et maintenant on me repose des questions. Alors, est-ce que je suis un individu ou est-ce que je suis une organisation? Je suis un individu. A priori, on va pas le... Claude Code, ok, would like to connect to Anthropic Organization, Kevin Individual. Oh là là, c'est mon organisation individuelle. Ça fait stylé ça. Your account will be used to generate API key, ok, access your Anthropic profile information. Donc on aura quand même une API key visiblement. Bah je t'autorise. Ah, pourquoi 5 €? Credits are consumed by usage in the API and the console. Non, je parle vraiment n'importe comment. Bon bah ok, on va prendre 5 $ de crédit. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Hein. Qu'est-ce que je fais pas pour vous? Ok, c'est bon. Donc pour vous, j'ai sorti la carte bleue et j'ai acheté 5 $ de crédit. Mais c'est bon là, mec, n'abuse pas non plus. Genre il me redemande de payer 5 $. C'est un hoax. Possible. Bon, fermons cette fenêtre, appuyons sur entrée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Claude can make mistake. You should always review Claude's response, especially when running code. Due to prompt injection risks, only use it with code you trust. J'avoue, ça qui me fait peur, c'est pour ça que je ne voulais pas utiliser Claude directement sur mon ordi. Quoi. Do you trust the file in this folder? Claude Code may read, write, or execute file contained in this directory. Alors, no. Parce que si je le lance par exemple, donc le dossier dans lequel j'aimerais travailler, moi, c'est... On va faire un nouveau dossier. C'est comme dit, ce que j'aimerais créer, c'est une application Go qui permet de, via son conteneur Docker en fait, puisque ça restera le cas vu que tout mon serveur de domotique est géré par Docker. Donc c'est une application Go qui tournera sur son propre conteneur et qui permettra de faire des écritures dans la base de données Postgre pour journaliser toutes les notifications MQTT qui seront envoyées. Bah, du coup, je vais l'appeler BIMAD, je vais l'appeler MQTT to BDD, voilà. Ça c'est simple. Et du coup, j'avais créé, j'ai commencé à utiliser Visual Studio Code parce que toute bonne personne qui fait de l'IA utilise après le Visual Studio Code. Mais il est où? Ok. Chose your theme. Donc là, je viens de le lancer. En fait, c'est pareil. Là, je sais pas trop à quel point je vais redire ce que j'ai déjà dit, puisque j'ai déjà tourné 2 heures de vidéo, mais pour galérer avec mon installation de BIMAD et de Claude sur Docker, que finalement, je vais pas faire. Donc, je sais pas si à quel point je vais garder ça, quoi. Enfin, je sais pas trop ce que je vais garder ou pas. Donc, je vous refais une présentation de Visual Studio Code au cas où. Globalement, moi, j'utilise PHP Storm de base. Je n'utilise quasiment jamais cette IDE, donc c'est un peu une découverte. Mais j'aimerais bien utiliser un thème automatique basé sur la configuration de mon système. Bon, ok, ça au pire, on va le faire dans une seconde. Donc, je vais vous ouvrir mon projet. MQTT to BDD, voilà. Nous y voilà. Oui, tu peux écouter les auteurs.
Workspace. Or, the open file. Would you like to open the repository? Oui, non. En fait, je vais initialiser un dépôt Git moi-même. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire... Non, c'est un chat. J'aimerais bien avoir la console. Est-ce que je peux avoir une console ici, s'il vous plaît? Je comprends pas pourquoi j'ai copilote là. Je peux pas mettre un autre truc? Ok, terminal. Ok, comment je fais pour le mettre sur le côté maintenant, le terminal? Ok, je fais comme ça, il est là-haut. Bon bah c'est quoi ça? Pourquoi je suis dans le chat maintenant? Pour enlever ça, je peux pas avoir le terminal là sur le côté? Non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, là, plus que le terminal. Bon, bref. Je vais voir ce qui se passe si je lance... Ok, donc on a ouvert le terminal. Maintenant, je vais voir ce qui se passe si je lance Claude ici. Comment notre phone? Ok, c'est parce que j'ai toujours le même problème de Claude qui est pas dans mon PAF. C'est quoi? Claude. Ok, do you trust file in this project? Claude may read or write or exit file contained in this directory. Ok, c'est bon. Bon, bah voilà. Je vais me mettre en grand pour que vous puissiez voir. Je peux même vous zoomer ça, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Get start with Claude Code. D'où ça sort ce truc? Ok, open Claude Code, mais je suis déjà dans Claude Code là, je comprends rien là. Ah non, ok, c'est pour me faire... Ok, donc là, j'utilise en fait, j'ai démarré Claude dans le terminal, mais en même temps, quand j'ai démarré Visual Studio Code, j'ai eu un pop-up qui m'a demandé si je voulais utiliser Claude Code, quoi. Laissez-moi tranquille. Ou alors c'est parce que j'ai lancé Claude Code dans le terminal, il a capté le truc, et du coup, il m'a proposé d'utiliser directement d'intégrer directement Claude Code à l'UX. Parce que là, pour le coup, il n'y a aucun fichier dedans. Bon, bref. Reprenons. Ah, du coup, quand je vais utiliser Claude Code, je dois passer par là maintenant. Non. Très étrange. Ok, donc nous voilà dans Claude Code. Run init to create a Claude.md file with instruction for Claude. New recent activity. Welcome back. Ok. Juste un truc que j'aimerais faire avant de commencer à bidouiller tout ça, c'est de voir à quel point mon crédit va être claqué là. Est-ce que je peux voir ça? Je vais juste voir si sur mon compte je peux... Mais c'est hallucinant, on me demande... Dès que je vais sur claude.ai, on me redemande à chaque fois si je veux pas reprendre pro pour 15 € par mois. Je comprends pas, genre j'arrive sur claude.ai, je ne peux rien faire, j'ai ce truc là quoi. On me demande quel forfait je veux. Donc bon, on va dire qu'on va l'utiliser gratuitement, hein. Oui, il n'y a pas de souci, je t'ai déjà dit ça 36 fois. Oui, je t'ai déjà dit que tu pouvais appeler Kevin. Ouais, je t'ai déjà dit que j'étais intéressé par tout ça là. Plus tard. Qu'est-ce que je vais faire? Défiez-moi avec des énigmes de programmation de difficulté croissante, créer un œuf de Pâques dans le code. Mais j'ai mon propre sujet, c'est bon. Je veux voir combien il me reste de artefact code. Ok, on est sur un autre site maintenant. Bon, j'ai l'impression que... Bon, vous savez quoi? On va demander à Claude comment faire. Allez, j'ai acheté du crédit pour utiliser ton API sur Claude Code et j'aimerais savoir maintenant où voir la consommation de la somme que je t'ai injectée. Ça veut absolument rien dire, mais je suppose que... Ah non, ok, il faut que je crée une nouvelle... Compliqué tout ça. Bon. J'aimerais utiliser Claude Code. Pour cela, j'ai installé l'application qui va bien et le prompt m'a proposé de payer 5 $ pour commencer à utiliser l'outil. Je me suis donc exécuté, j'ai payé ces 5 $. Comment je fais maintenant pour voir à quel point mon budget est utilisé? Alors, dans le terminal, utilisez la commande suivante pour voir votre utilisation actuelle. Claude Code, usage. Alors, attendez, on va ressortir. Comment ça, Claude Code? J'ai même pas l'application Claude Code. Ok, ça commence bien. 10 de lancer une commande qui n'existe pas visiblement. Les 5 $ que vous avez payés constituent votre crédit initial. Claude Code facture en fonction de l'utilisation réelle de l'API, token consommé. Donc votre budget diminuera au fur et à mesure que vous utilisez l'outil pour vos tâches, si vous avez besoin d'informations plus détaillées. Ou alors c'est une commande... Je vais le dire...
Je n'ai pas de binaire Claude Code. J'ai simplement un Claude qui a été installé. Ah, mes exos, c'est pas confusant, ça commence bien. Ça s'appelle simplement Claude usage. Bon, en tout cas, elle n'a pas l'air plus futée que ChatGPT. Je l'ai plus. Local bin Claude usage. Welcome back, Kevin. Une récente activité, usage crunching. Qu'est-ce qu'il fait? I will help to understand the usage of this project. Let me check. Mais il n'y a rien dans le projet. Ok, il comprend rien du tout. Genre, j'ai lancé la commande usage, il pensait que je lui ai demandé usage. A new empty Git repository for a project called MQTT. Oui, effectivement, c'est bien ça, mais ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Moi, je veux savoir combien. Ok, bah ça commence bien. Genre, je demande à Claude comment faire pour savoir combien j'ai consommé de budget. Il me répond un truc qui a l'air d'être à côté de la plaque. Bon, bah, on va utiliser les bonnes vieilles méthodes. Hein. Demandons à Google. Je pense que lui saura peut-être répondre. How to know how much you have left. Donc je suis sur le forfait Max 5 et j'aime Claude, j'ai l'anxiété quand je vais atteindre la limite. On n'a pas de part de progression, quelque chose comme ça pour savoir ce qu'il nous reste en atteindre la limite. Je suis avec toi, j'espère qu'on trouve. Ok, donc il n'y a pas de type model and switch. Non mais attendez, je comprends pas là. How do I pay for my pay usage? Ok, Claude API, une regrette, fonctionne avec un usage de crédit prépayé. Les crédits doivent être achetés avant l'utilisation. On peut traquer l'utilisation dans la Claude Console Setting on the Billing page. Ah ok, déjà c'est même pas le même site, alors attends. Ok. Ah bah déjà, je crois que la requête avant m'a coûté 9 centimes, visiblement. Puisque là, je peux me connecter effectivement sur plateforme.claude. Voilà, on peut voir que il me reste 4,91 $ sur les 5 $ que j'avais chargés. Mais ça coûte une blinde en fait. Le simple fait de demander à Claude, j'ai demandé à Claude à quoi servait mon dépôt vide, ça m'a coûté 9 centimes. Je pense que cette expérimentation risque de se clôturer plus rapidement que prévu. Mais bon, continuons. Alors normalement, je devrais avoir une commande bmad qui existe. Bmad, là elle n'existe pas du tout. Much easier. And what's so exciting is you can cloning the GitHub repo. So first of all, let's create a project. But what we can do is from any directory, I suggest doing it from the dev directory. We are going to type npx, and then we're going to type bmad-method install. We are going to use the bmad method 4.33.1. We will just hit enter to accept that. Let's enter the full path of our directory. Since we're in the dev folder, I'm just going to say dot, meaning this folder, and then I'm going to say slash, and now I'm going to put the name of the new directory that I want to create my project in. Since we're doing this from scratch with no starter project, I'm just going to say simple to-do. That's the name of our project. Just a very simple to-do application, and hit enter. It's fine if that directory doesn't already exist. If you... Ok. Donc pour installer bmad, en fait, on doit l'installer dans chaque projet qu'on compte utiliser visiblement. Enfin, dans chaque, comment dire, bmad ne s'installe pas de façon globale. Ça a l'air de s'installer pour chaque projet, on doit installer sur l'application. Donc on va faire ça, comme ça. Non, c'est pas la même. Donc lançons cette commande. Ok, installe. Donc là on a la même chose que ce qu'il nous présente. If you're doing this in a brownfield, or if you already have started your project maybe with a template, you'll just give it the directory to your project, and it will add this to an existing project. So then, right here, this is a multi-select, but we're just going to go with the default and select the bmad core. The bmad core is the agile workflow AI-driven that we're showing here. So just hit... Il installe que le truc de base, donc on va installer que le truc de base. Par contre, où est-ce qu'on veut l'installer? User npm npx. Non, alors du coup, nous on va le mettre ici. Donc juste un point. Juste vérifier que je suis dans le bon répertoire. Ouais, c'est bon.
Donc a priori, si je mets un point, on va l'installer ici. Ah, par contre, tu as plusieurs choses là. On peut installer nous, le BIMAD Agile Core Team, Core System, Phaser 3 2D Game Pack, je sais pas quoi, Unity Creative Writing, Gogot Game, Infrastructure DevOps Pack. Donc, pareil, on va installer que le truc de base. Est-ce qu'on veut que le Product Requirement Document soit partagé en plusieurs fichiers? On va dire oui. On va voir ce que le GOAT nous propose déjà. Hit enter, and then we are going to shard the PRD, which means we're going to generate a large document, but then we're going to split it up into smaller pieces. So just accept the default here. And then the same thing with the architecture. The architecture file can be very large depending on what type of project you're building. And so you'll want to shard the architecture into smaller documents. And this is all automated. I will show how this works. But that is really going to help you maximize the context in your agents so they only load what they need. Instead of having to load and read through a whole massive file, they'll know which files they need in the moment to load, and it will help them with their context. Ok, donc si je résume ce qu'il a dit en français, et si j'ai bien compris, le fait de séparer la documentation dans plusieurs fichiers, ça permet d'éviter de flouder le contexte des différents IA en leur permettant de charger que les fichiers dont elles ont besoin, en fait, plutôt que tout. So we'll say yes to that. Now here's a warning, and this is just pointing out this is also a multi-select. You can select one or multiple IDEs that you want to install to. For example, let's say that you are a fan of Cursor and Claude Code. Well, you can hit spacebar on Cursor and spacebar on Claude Code. Today, I'm just going to be doing this in vanilla VS Code, so I am only going to be using Claude Code. So I have highlighted Claude Code with the radio button. Make sure that you actually spacebar to hit the radio button. If you just highlight it, like I have right here, right now, and hit enter, this will actually not install it for any IDEs. One other quick tip is, depending on the size of your screen, you might not see all of these options here. So just know that you can arrow up and down, and more options will appear, and we're constantly adding more IDEs for support here. Hitting enter. Now this is asking if we want to include the pre-built web bundles. The web bundles are not needed for working in the IDE. This is kind of warning us in case we thought it existed and we typed in the wrong directory, for example. You know, we could choose a different directory location, or we could cancel and start over. But in this case, we're going to say create the directory and continue. Okay, so if we scroll up here, we can see what did it do here? It installed some commands for Claude Code. So these slash commands will be how we activate our different agents. And then we've also installed some commands. And these are great because sometimes we want to do something without necessarily invoking an agent. We are now done. That is the install of the BMAD method. I know it took a few minutes to explain it because I was going through the options, but let's see how fast this literally is. I'm going to do it one more time. I'm going to do npx bmad-method install. And I'm just going to give this a different folder this time. So I'm just going to say, let's say .-demo1, right? Just demo1. And this business analyst with the brainstorming method. C'est le Kevin du montage qui vous reprend. On va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà beaucoup trop grande, hein. Initialement, j'avais prévu de faire une introduction à la méthode BMAD et en même temps de commencer à utiliser l'agent analyste donc, qui s'appelle Marie dans la même vidéo. Là, on est vraiment juste tout pile au milieu du montage de cette vidéo qui, du coup, durera probablement dans les 4 heures. Je pense que en faire une de 2 heures sera largement suffisant, sachant que il me semblerait que c'est une mauvaise idée de faire des vidéos YouTube de plus d'une dizaine de minutes. On a déjà bien explosé le ratio. Donc pour tout le monde, ça sera plus digeste. On va la splitter en 2. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, vous aurez la suite. À savoir, comme j'ai dit, l'utilisation en fait concrète de la première partie de la méthode BIMAD. C'est-à-dire l'utilisation de l'analyste. Allez, à plus.